Bonjour à tous, aujourd'hui analyse de Verallia, une valeur appréciée des investisseurs français. Mais avant toute chose, je ne suis pas un conseiller financier, faites vos propres recherches. Donc Verallia a été créé, il n'y a pas vraiment de date de création, c'est un ensemble de verriers qui ont été rachetés par Saint-Gobain tout le long du XXe siècle. Verallia en elle-même, l'entité Verallia a été créée autour de 2008 par Saint-Gobain pour regrouper vraiment toutes ces usines de verre spécialisées pour l'alimentaire. Saint-Gobain a cédé Verallia en 2015 à un groupe américain. Je vous lis d'ailleurs un article. Verallia, pôle de conditionnement de Saint-Gobain jusqu'à fin octobre, est désormais sous pavillon américain. Sa maison mère a passé un appel d'offres l'hiver dernier dans le cadre de la réorganisation de son portefeuille. Il a été remporté en juin par le fonds d'investissement Apollo. La cession a été finalisée après 4 mois de négociations pour un prix estimé à 2 milliards 950 millions. Je trouve ça bien vendu. Alors que le chiffre d'affaires 2014 de Verallia est de 2,4 milliards. On verra ça plus tard. Il s'agirait d'une révolution de velours. Le nouvel actionnaire de Verallia étant connu pour ses compétences en carve-out, une technique de valorisation financière et technologique des entreprises acquises pour en faire de véritables pôles d'excellence dans leur domaine. Ouais, le reste, bon, voilà. Donc les Américains l'ont racheté en 2015 et l'ont introduit en bourse en 2019. Depuis 2021, ils sont totalement sortis. Est-ce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent? Je ne suis pas certain vu le prix d'achat qu'ils ont mis sur la table. Et quand on voit la valorisation de Verallia, même en 2021. Donc Verallia est un leader en Europe, troisième au monde. On verra pour la concurrence après, mais j'ai pas trouvé qui était vraiment le leader mondial. À savoir qu'il y a les 5 premiers acteurs en Europe font 70% des volumes en Europe. Donc la concurrence, le gros concurrent, on va dire le plus gros, c'est OI Glass, c'est un américain. Mais c'est pas terrible quand on regarde les chiffres. Il y a 0% de croissance sur 10 ans. Une dette importante, 3% de marge nette en moyenne. Et elle se paye en moyenne 6 fois les bénéfices. C'est vraiment pas terrible. L'entreprise est super endettée alors qu'ils n'ont pas de croissance, donc c'est même pas une dette de croissance. C'est vraiment juste pour maintenir l'activité. C'est pas terrible. Par contre, en Europe, il y a un concurrent qui est plus petit, lui par contre est vraiment purement européen. Là où Iglas est international, Vidrala est européen. Donc Vidrala, c'est un concurrent espagnol. Lui, il a une bonne croissance sur 20 ans, c'est 10% par an, ce qui est très bon. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à Verallia, vous devriez vous intéresser un peu à Vidrala, ça a l'air, de ce que j'ai vu, hein, purement quantitatif, ça a l'air pas mal. Donc il se paye historiquement 16 fois les bénéfices, entre 15 et 17 fois. 11% de marge nette, pareil historiquement, sur 20 ans. Et actuellement, ils arrivent à augmenter un petit peu ces dernières années. Et il n'y a pas de dette. C'est peut-être pour ça qu'ils se payent un peu plus cher aussi. Avec la croissance et la marge nette qui est quand même importante. À côté de ça, on a Verallia donc. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'historique. Mais on sait qu'en 2014, il faisait 2,4 milliards de chiffre d'affaires. En 2020, il faisait 2,5 milliards. Il n'y a pas eu de croissance. En 2019, 4,5% de marge nette. 8 en 2020, 9 en 2021, 10 en 2022. On parle de plus de 12 en 2023, mais ils ont profité de l'inflation. C'est-à-dire qu'ils ont un bon pricing power, ils arrivent à augmenter leur prix plus que leur coût. Ça, c'est intéressant, mais ça a ses limites. D'ailleurs, là, au premier semestre, ils ont eu encore 25% de croissance du chiffre d'affaires, mais des volumes en baisse. 76 millions de volumes en baisse par rapport au chiffre d'affaires. Par contre, le prix, le mix prix, c'est 540 millions. Donc ils ont vachement augmenté leur prix. À savoir qu'ils ont annoncé qu'ils vont baisser leur prix. Vu que l'énergie a rebaissé un peu, qu'ils vont faire des efforts sur les prix. Je pense que ça va être compliqué de continuer d'augmenter les prix, même si l'énergie monte. Donc voilà, c'est vraiment pas du volume qui a augmenté, c'est vraiment de la hausse des prix. Il y a aussi, ils arrivent à optimiser leur outil de production pour économiser à peu près 2% par an sur leurs coûts. Là, ils ont déjà fait 2% pour les semestres, donc c'est intéressant, ils arrivent quand même à baisser leurs coûts, mais on verra ça un peu plus tard aussi. C'est compliqué de savoir la marge vraiment qu'on devrait prendre en compte pour plus tard une valorisation de Verallia, parce que historiquement, on n'a pas beaucoup de données. On a même très peu, 2019 c'était hier, hein, c'était il y a 4 ans. Donc je ne sais pas si on peut prendre la même marge par exemple que Vidrala. On va savoir qu'il y a des contrats qui n'ont pas de possibilité d'augmenter les prix au fur et à mesure. Donc il faut renégocier à chaque vente, mais bon, ils ont l'air de réussir ça, donc c'est pas trop. Niveau EBITDA, on voit qu'en Amérique latine, il y a un EBITDA bien supérieur à l'Europe, malgré l'hyperinflation en Argentine. Donc c'est intéressant. Il y a de la croissance en Amérique latine aussi. Ils ont prévu d'ailleurs d'ouvrir un four au Brésil. Bon, il y a d'autres fours qui ouvrent aussi en Europe, mais je pense que l'Amérique latine peut être un vrai relais de croissance.
Mais il y a quand même c'est quand même un domaine très capitalistique. Les fours sont donnés pour 8 à 12 ans, 14 pour vraiment les meilleurs. Des gros capex, 270 millions de capex de maintenance, ça fait 8% du chiffre d'affaires. Le problème, c'est qu'il y a aussi une énorme pollution. Ils doivent augmenter le taux de 4,5, ils doivent améliorer leur four pour qu'ils consomment moins. Des meilleures énergies, par exemple électriques plutôt que du fioul, du gaz. Ils sont d'ailleurs en train de créer un four hybride. Le problème, c'est qu'ils vont l'essayer en 2024. Donc pour voir, ils vont devoir attendre quelques mois. Donc les fours qui sont en préparation, ils ne seront pas comme ça. Donc pour leur quota pollution, ça va être des nouveaux fours. Donc il y a possibilité même que certains fours qui sont encore bons pour quelques années, s'ils veulent respecter leur quota de pollution, les nouvelles normes, ils vont devoir les changer plus tôt. Donc ça va faire des frais. D'ailleurs, il y a des quotas de pollution. Vous savez, ces normes pollution, là, tout ça, il y a des quotas. Ils achètent d'ailleurs, ils le disent. Dans le cadre de la phase 4 2021-2030, le groupe estime que malgré ses efforts pour réduire ses émissions de dioxyde de carbone, il sera contraint de poursuivre sa politique d'acquisition de quotas pour des montants importants, ce qui pourrait conduire à une augmentation de ses coûts opérationnels et financiers. En plus, il y a des charges fixes très importantes. Les fours tournent H24. Ils ne peuvent pas les laisser refroidir, ils tournent H24. Et il y a le variable, c'est le coût de l'énergie et le coût des matières premières. À savoir qu'ils ont des produits dérivés pour les coûts. Ça, c'est intéressant. Et pareil pour les taux de change et pour la dette. Ils ont des produits financiers. Donc l'entreprise en elle-même est bien gérée. Hein. Ça, j'ai l'impression qu'elle est vraiment bien gérée. On verra aussi au niveau de la dette. Ça a l'air très bien géré. Mais c'est dans un domaine très capitalistique, avec les normes pollution qui vont venir vraiment les ralentir. Parce que le taux de 4,5, le problème, c'est le 4,5 en fait, c'est du verre à recycler. Et le problème, c'est que tout le monde en veut pour améliorer ses normes CO2, tout ça, moins de pollution, blabla. Le problème, c'est que tout le monde en veut et qu'il y a certains pays où ils recyclent très peu. Par exemple, au Brésil, ils recyclent peu le verre. Donc, ils doivent se débrouiller pour en récupérer. Ils mettent eux-mêmes en place des zones de collecte près de leurs usines pour récupérer le verre, pour pouvoir en avoir. Le problème, c'est que du coup, ils sont obligés d'en acheter aussi. Et que les autres, leurs concurrents en achètent aussi. Donc, ils vont se battre un peu pour pouvoir respecter leurs nouvelles normes CO2, tout ça. Donc ça a surveillé aussi de ce côté. D'ailleurs, même si là, moi j'ai lu le document d'enregistrement universel de 2022, je vous conseille, mais si vous voulez, il fait 450 pages, c'est très long. Moi, j'ai sauté certaines parties, vous imaginez bien. Mais je vous conseille au moins de lire la partie des risques. Ça, c'est essentiel. Les résultats, les chiffres, le bilan, tout ça, mais les risques. Pour la dette, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est qu'ils ont ils ont une dette critère RSE, pareil, sur la pollution, tout ça, le taux de 4,5. Il faut qu'ils arrivent à réduire leur CO2 et augmenter leur taux de 4,5 dans leur verre. Mais s'ils n'y arrivent pas, qu'ils n'arrivent pas à respecter certaines normes, ils auront des taux un peu plus élevés sur leurs obligations vertes qu'ils ont émises. En réalité, c'est pas beaucoup, hein, ça change pas beaucoup. Ils ont de la dette à taux fixe, surtout, et quand elle n'est pas fixe, elle est couverte par des dérivés. Ça, c'est intéressant. Il y a à peu près 90% qui est à taux fixe du coup. Les intérêts sont plutôt faibles sur leurs obligations vertes, moins de 2%, comme vous pouvez voir. Ils ont ensuite deux dettes qu'ils ont renégociées, ça aussi. Elles arrivent à terme à 2024, ils l'ont déjà renégocié pour 2027 et 2028 avec possibilité de l'étendre. Sachant qu'il y en a une qu'ils ont renégociée, mais elle est pas encore, ils ne l'ont pas encore déclenchée. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'emprunter 550 millions, mais ils ne l'ont pas encore emprunté. Il faut savoir que c'est au taux Euribor, c'est le taux européen, plus 1%. Et l'autre qu'ils ont déjà prise, renégociée cette année, c'est Euribor plus 1,5%. C'est des taux variables, mais encore une fois, ils sont couverts, ils ont des couvertures. Niveau direction générale, avant il y avait un PDG, maintenant il est président du conseil d'administration et un directeur général du coup maintenant, qui était l'ancien directeur général délégué. Donc il a un salaire fixe avec des variables sur des critères financiers, mais qui s'alignent avec le petit porteur, marge d'EBITDA, l'EBITDA, et un tiers c'est le RSE, c'est la quantité de calcin et la baisse du CO2. Donc ça aligne vraiment les intérêts du PDG, du directeur général, avec les intérêts de l'entreprise à long terme et avec nous. Il y a des stock options aussi pour les dirigeants, mais c'est des stock options qui sont rachetés par l'entreprise. L'entreprise achète sur le marché, du coup ça passe en coût. Donc c'est pas des trucs cachés comme certaines entreprises américaines qui diluent. Là ça ne dilue pas, c'est payé par l'entreprise. Et il y a des plans d'épargne action pour les salariés. Par contre, c'est un truc qui me plaît pas bien, c'est l'actionnariat. Parce que si vous regardez l'actionnariat, donc les Américains sont sortis totalement en 2021.
Petit à petit, il y a un fonds d'investissement brésilien qui a pris des parts de plus en plus importantes. Actuellement, ils ont 25% des droits de vote, qui contrôlent bien l'entreprise. Mais le truc intéressant, c'est la deuxième ligne, c'est BPI France, qui a 13% des droits de vote. BPI France, c'est l'État français. Donc l'État français est là à hauteur de 13%. Il y a 53% pour le public et les employés ont 5% quand même des droits de vote. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que niveau actionnariat, voilà, c'est un point faible pour moi. En autre point, il y a eu la relation client, j'ai pas bien compris cette partie. J'ai l'impression que quand ils ont été spin-off de Saint-Gobain, j'ai l'impression qu'ils ont racheté leur carnet de commande en fait. C'était un moyen de vendre l'entreprise à elle-même. J'ai l'impression qu'ils l'ont vendu, mais je suis pas sûr si quelqu'un a mieux compris cette partie que moi. Donc ouais, ils l'amortissent sur 12 ans, depuis du coup 2015 jusqu'à 2027, ils vont l'amortir. Donc c'est une charge non financière tous les ans qui baisse un peu le résultat net. Il y a aussi un autre truc, c'est l'affacturage. Ça, j'ai pas compris non plus. C'est qu'il y a des grosses sommes d'affacturage. L'affacturage, c'est quand vous cédez vos créances clients à une entité extérieure qui ira se faire payer en fait. Elle vous les rachète. Le truc, c'est que Veralia se fait plutôt bien payer. Ils n'ont pas de problème. Donc je comprends pas pourquoi il y a ces créances clients, cet affacturage. Et des grosses sommes en juin 2023, c'était 500 millions. Je comprends pas bien. Si quelqu'un comprend mieux, pareil pour l'histoire de relations clients de Saint-Gobain, si quelqu'un a plus de... C'est pas bien détaillé dans le DEU. Enfin, je ne comprends pas plutôt. Je dirais plutôt que je ne comprends pas. Donc si on peut résumer, Veralia est une bonne entreprise, plutôt bien gérée. Elle a profité quand même de l'inflation pour augmenter ses prix. Comme j'ai dit, au second semestre, il parle de baisser les prix. Et le problème, c'est que, bon, vous augmentez vos prix sur vos verres premium, il n'y a pas de souci. Sur une bouteille de cognac à 50 euros, si le verre il passe de 1 euro à 1,50 €, ça posera pas de souci. Mais sur une bouteille de vin, qui font surtout du vin, je vous ai mis différentes choses qui font plutôt du vin pas cher aussi, ils font des bouteilles pour tout le monde, de toute façon. Ça va être plus compliqué de passer les hausses de prix. Je veux dire, à la fin, si un produit qui coûte 4 euros, vous rajoutez, je sais pas, une bouteille qui passe de 50 centimes à 75 centimes, ça fait 25 centimes directement sur le prix. Ça fait une hausse de 5%, 5, 6%, 6%. Juste pour le verre. Donc les fabricants aussi, ils ont leur coût qui a augmenté. Donc à la fin, sur le consommateur final, ça fait une hausse des prix qui peut être importante. Donc je pense que ça va être compliqué pour eux de continuer dans ce zoo-là. C'est pour ça que je ne sais pas si on pourra garder leur marge aussi élevée. Même si c'était leur objectif. Ce qu'on voit dans leur objectif, c'est 4 à 6% de croissance, 28 à 30% de marge d'EBITDA en 2024. Donc ils avaient prévu quand même de bien augmenter leur EBITDA. Et une croissance du dividende avec une trajectoire de dette inférieure à 2 fois l'EBITDA. Donc toujours garder. Comme on l'a vu, la dette est très bien gérée. Des obligations long terme, des taux, une partie seulement un tiers au final de la dette qui a taux variable mais couverte en partie. Donc c'est franchement bien géré. Mais voilà, est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment garder les 12% de marge nette qu'ils ont actuellement? Historiquement, bon, on n'a pas beaucoup d'historique, mais ils ne sont pas à ce niveau-là. Après, si on essaye de faire une estimation de la valeur, si on prend 4 milliards de chiffre d'affaires, qui je pense sera en 2023 au moins de 4 milliards, 2024, s'il y a des baisses de prix un peu, ça pourrait être aussi de 4 milliards, vu que les volumes sont en baisse quand même, donc il faudrait qu'ils gardent quand même juste leur prix. 4 milliards avec 12% de marge nette. On a vu que Vidrala se payait 16 fois les bénéfices, j'aurais du mal à payer 16 fois pour Veralia. Je partirais plutôt sur 12 fois les bénéfices. Car il y a de la dette déjà, et l'État français est actionnaire. Et ça me plaît pas. Avec 717 millions d'actions, si on compte pas celles qui sont autodétenues, qui sont vouées à soit être supprimées, soit à être données aux employés et tout, mais bon, ils en rachèteront, parce qu'il y a quand même un peu de rachat d'actions. Ça nous donnerait 49 €, avec un potentiel de 30%. Donc. Après, personnellement, je regarde pas seulement le potentiel là sur un an, enfin sur la valeur là, je fais toujours une estimation à 5 ans. Ils visent 4 à 6% de croissance. Sachant qu'ils ont déjà énormément augmenté leur prix en 2 ans là. Leurs prix ont vraiment augmenté. Je pense que le seul croissance qu'ils vont pouvoir faire, ça va être des volumes. Après, ils ont les moyens de faire des petits achats. Là, ils en ont fait un en Angleterre, au Royaume-Uni. En plus des verres premium. Je trouve qu'ils l'ont quand même payé peut-être un peu cher. On ne connaît pas vraiment les marges de l'entreprise. On voit que son chiffre d'affaires. Donc si on fait une estimation à 5 ans avec 4% de croissance, en partant des 4 milliards, si on prend 12% de marge nette, comme je dis, je ne sais pas si ça va être durable.
ça peut être compliqué. Sur 5 ans, avec pareil PER de 12, ça donnerait 60 euros dans 5 ans. 5 ans, 2028, début 2029, quoi. Ça donnerait, en partant des 36 euros d'aujourd'hui, une rentabilité de 10,7% par an. Avec un dividende d'à peu près 4% qu'ils ont prévu d'augmenter aussi chaque année. Ils ont les moyens de le payer. Donc ça fait du 10,7% par an de rentabilité, selon mes estimations. C'est toujours compliqué d'estimer. Là, on doit estimer la croissance, on doit estimer la marge nette qu'elle fera. Donc avec le dividende en plus, ça ferait presque 15% de rentabilité par an. Mais c'est en partant, encore une fois, du principe qu'ils arrivent à garder les 12%, qu'ils ont quand même de la croissance. Donc c'est quand même pas évident. C'est quand même pas évident. Donc je partirais, je vois que je suis pas conseiller financier, vous faites ce que vous voulez, hein, mais peut-être s'intéresser à Vidrala, qui a des marges bien supérieures quand même. Là, ils arrivent à même avoir 15% en ce moment, là où Verallia, même malgré ses augmentations énormes, n'est qu'à 12%. Donc en plus, il n'y a pas de dette, il y a un vrai historique de croissance. J'ai pas approfondi Vidrala, hein, mais juste quand on voit les chiffres, ça a l'air intéressant. Oui, Glace, on peut juste laisser tomber. Pas de croissance, de dette importante, pas de marge, rien. Et pour les ouais, comme je disais, les autres concurrents, je les ai pas trouvés, réellement. J'ai vu qu'il y a un concurrent australien qui va racheter d'ailleurs une entreprise française, qui fait à peu près 600 millions de chiffre d'affaires, je crois. Mais ils font d'autres emballages aussi. Donc si on prend le chiffre d'affaires global, ils sont derrière Verallia. Il y en a un autre américain, mais pareil, il a plusieurs types d'emballages, donc il est aussi derrière Verallia. En côté en bourse, j'ai l'impression que Verallia est juste le deuxième. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont pas cotées forcément. C'est vrai que c'est pas forcément des entreprises énormes, donc elles peuvent rester non cotées. Voilà. Donc ça sera tout pour cette analyse de Verallia. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des infos que j'ai ratées, n'hésitez pas en commentaire. Par exemple sur l'affacturage et sur cette histoire de relation client. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo dans quelques jours. À la prochaine.